Vous parlez de fierté, du chemin parcouru et même des négations qu'il y a pu avoir. Alors, avant d'en arriver à la gouvernance actuelle, on a connu d'abord Soglo 1, Kérékou 1, Kérékou 2. On a ensuite connu Yayi 1 et Yayi 2 et aujourd'hui on est avec Talon 1. Alors j'aimerais bien vous demander quel regard vous jetez sur la gouvernance de chacun de ces acteurs-là avant qu'on en arrive à celle plus récente. Donc là, vous me parlez de Soglo, Kérékou, Yayi. Bon. On pourrait lui simplifier la tâche, vous permettez, avant qu'il ne fasse cet exercice peut-être un peu complexe. Soglo nous rappelle une page très mémorable de l'histoire de ce pays. C'est cette conférence de 90 qui fera porter au Bénin sa casquette désormais, au fil des ans, bien entendu, de laboratoire de la démocratie. Hier, l'enfant malade avec les coups d'État que vous avez évoqués. Alors, cette date, quand vous la revisitez, ce nouveau point de départ, disent certains politologues, quand vous le revisitez, vous dites que c'était un passage obligé ou c'était encore une autre erreur? Je pense que la conférence nationale elle-même était, à mon avis, un gros champ de foire. C'était théâtral. Je crois que la vraie date historique, c'est le 7 décembre 1989, je crois, de mémoire. Ce moment où le président Kérékou a accepté de passer à la démocratie. Tout était fait à ce moment-là. Et on aurait pu passer à la démocratie uniquement en signant des actes. Voilà. Mais il fallait que les acteurs de la conférence nationale, en tout cas ceux qui ont travaillé, afin que nous puissions en arriver à cette démocratie, se mettent en scène. Et la conférence nationale a été une mise en scène. Et cela devait durer une semaine, cela a duré de mémoire, je pense, 2. Et il y a eu des problèmes, n'est-ce pas, globalement, d'orientation politique qui ont été évoqués, qui ont été gérés, mais tout le reste, problème d'orientation, le problème des partis politiques a été mal abordé, ils n'ont pas eu assez de temps, visiblement. Le problème économique, l'orientation économique du pays n'a pas été bien abordée. Et c'est peut-être un peu ce qui fait aujourd'hui que nous sommes en train de courir derrière et que, j'allais dire, le gouverneur qui est là actuellement, le président de la République, pense qu'il faut raser l'histoire. Alors moi, quand j'ai appris qu'on allait raser le PLM à l'Égypte, je me suis dit, voilà encore une erreur. Un peuple qui n'a pas d'étoiles dans son ciel est un peuple qui ne rêve pas. Et les étoiles, c'est notre histoire. Il faut qu'on puisse lever, regarder nos stars, ceux qui ont brillé, là où ils ont été. Voilà. Et c'est la référence des enfants. Si un enfant, chez vous, votre enfant, mais quand il vous voit, il est fier d'avoir son papa. C'est un peu ça aussi. Tous les peuples du monde ont besoin de se référer à leur histoire. Et donc, même si ce n'est peut-être pas, c'est mon point de vue et je l'endosse, même si ce n'est peut-être pas ce qu'il fallait faire, cela a été fait et avec brio. On n'a pas pu aller jusqu'au bout. Cela fait partie de notre histoire. Et en tant que tel, il faut l'assumer. Donc la conférence nationale, globalement, a été une bonne chose, puisqu'elle a permis à toute l'Afrique de partir sur le multipartisme, enfin, de façon, entre guillemets, mais elle n'a pas été au bout. Lucie Nafa vous posez la question emblématique oui, alors, de ces figures. Alors, donc, Soglo, le président Soglo, il avait tout de facile. Tout était bon pour lui. On sortait de la conférence, il n'avait qu'à dérouler. Les politiques étaient avec lui, le peuple était avec lui. Mais malheureusement, le président Soglo n'était pas un politicien. Vous pensez que c'était le talon d'Achille? Ah oui, c'était vraiment cela, hein, son tendon d'Achille. Il n'était pas politicien, donc il ne savait pas parler à son peuple. Et les gens lui ont reproché son arrogance. Aujourd'hui, Soglo reviendrait avec la même arrogance
qu'on le laisserait passer. Parce que le peuple... Ça veut dire qu'en temps, il y a eu plus arrogant que lui? Non, pas forcément, mais le peuple, le peuple comprend mieux, en fait. Voilà. Alors, le peuple a mûri. Voilà, le peuple a mûri. Donc toi, tu arrives, on fait de toi le premier président de l'ère post-démocratique et tu ne nous respectes pas. Eh bien, si tu ne nous respectes pas, tu vas plier tes bagages, tu vas t'en aller. Et je pense que c'est ce qu'a suivi le président Soglo, qui par ailleurs, depuis l'ère du renouveau démocratique, a été le seul président à avoir les meilleurs résultats. Le seul, vous êtes sûr? Absolument. Même là, je n'ai aucun doute par rapport à ça. Sur le plan économique, je pense qu'il nous a fait décoller. Voilà. On ne va pas comparer les chiffres, mais il nous a fait décoller. Lorsqu'on prend la gouvernance qui a suivi, c'est de Kérékou, voilà. Donc, les erreurs de Soglo font qu'on va rechercher Kérékou. Kérékou, il ne demandait plus rien, il était devenu pasteur tranquillement. Donc, et on est allé le chercher globalement pour nous sauver. Et qu'est-ce qu'il a fait, Kérékou? Alors, j'ai été au pouvoir pendant 17 ans. Vous avez trouvé que je n'étais pas bon. Et pendant ces 17 premières années, il ne faut pas oublier que le président Kérékou s'est appuyé sur des intellectuels. Il s'est appuyé sur les 68 arts. Et ces intellectuels l'ont conduit dans le gouffre, avec quelques militaires naturellement. Et vous allez le chercher de nouveau, mais Kérékou, il se dit, ben, tout se passe bien. Donc, je vais rester dans mon coin, je vais être le président. Et puis, ben, les intellectuels vont encore gérer. Il est allé chercher les intellectuels, mais ils l'ont encore foutu doublement dans les gouffres, d'où sa boutade des intellectuels tarés. Je ne pense pas qu'il y ait d'intellectuels tarés. Le contexte a fait que, naturellement, il n'y avait plus de gouvernement. Kérékou n'a pas dirigé ce pays pendant 10 ans. C'était une figure emblématique, respectée et respectable. Et puis pendant ces 10 ans, le pays a complètement décliné. Et donc, c'est après cela que Yahya Boni arrive. Et Yahya Boni, il a très bien fait les diagnostics, il a demandé qu'on aille au changement. C'était un bon diagnostic, avec les éléments pour aller à ce changement. Mais 2 mois après sa gouvernance, c'était fini. Donc c'est comme tous les chefs d'État, avec leur fameux syndrome de hubris, quand ils arrivent au pouvoir, ils se trouvent investis d'une force telle que plus rien ne compte. Donc on fait les diagnostics, mais on n'arrive pas à aller au diagnostic parce qu'on s'entoure globalement des gens qui n'aiment pas le développement. Il faut reconnaître que dans notre pays, il y a beaucoup de Béninois qui sont anti-développement, qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Nous connaissons tous l'expression Tchégénabi. Et ce Tchégénabi-là, quand il arrive au niveau de l'État, au niveau de la gouvernance, c'est insupportable. Et ça crée, en définitive, 10 ans après, un chef d'État qui est resté populaire parce qu'il était, on peut le dire, démagogue. Il était proche du peuple, il savait soulever le peuple, il savait « Ah, les femmes, je vous aime ». Il n'y a rien de plus extraordinaire que de sentir l'amour de papa qui vient vers vous. Mais sur le plan du développement, malheureusement, malgré les bons diagnostics, voilà, on a posé quelques actes, mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Oui, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. C'est l'homme qui aura fait rêver son peuple avec, oui, le fameux, ce qui paraissait comme un cantique de prospérité partagée. Et bien là, il a été plutôt indexé comme celui qui a aidé à prospérer plutôt un clan, une ethnie, et qui est venu mettre en cause tout ce que le Bénin avait de plus cher, sa démocratie et autres. Alors, les Béninois ont décidé de tourner la page. A été annoncé comme homme providentiel Patrice Talon, lui qui, déjà à la touche, a décrié son ami d'hier, l'ami qui voudrait modifier à tout prix la constitution béninoise, ce qui, pour Patrice Talon, était non avenu. L'homme prend le devant des choses, la prospérité qui n'a pas pu être partagée, il a promis le faire, la surpuissance de l'État, y mettre un terme, les libertés fondamentales, en faire en sorte que les Béninois puissent en jouir. Et voilà les Béninois embarqués pour une nouvelle aventure, mais des plus euphoriques. 60 ans d'indépendance s'achève avec pratiquement son quinquennat. Ndade Taïwo Kokode.
Vous regardez dans le rétroviseur, vous dites, tiens, les Béninois sont encore passés à côté. Quel désastre. Vous dites? Quel désastre. Quel désastre parce que le président Patrice Talon nous a fait rêver. Et il est venu avec la fougue. On se disait, voilà, un homme d'affaires, un businessman qui va nous faire bouger le pays, qui va nous faire rentrer de l'argent, qui va nous faire rentrer des emplois. Et voilà. Et voilà un démocrate. Enfin, cela devait être un démocrate parce que lorsque vous êtes passé par les chemins, les tribulations qu'il a eues, et je reste persuadé qu'une journée avant d'être au second tour, il n'était pas sûr d'être au second tour. Et c'est peut-être une palissade. Mais le président Talon, on découvre aujourd'hui qu'il s'agit en fait de quelqu'un qui régente comme Mao, voilà, donc je pense et vous faites, vous suivez. Non, nous sommes en démocratie et le peuple béninois est jaloux de sa démocratie. Je pense que cela, on l'a oublié. Le président Talon l'a oublié. Le président Talon, il a fait des diagnostics aussi. Hein. Je pense qu'il a fait de très très bons diagnostics. Il s'est rendu compte que un des problèmes de tous les chefs d'État qui ont été là pendant la période de la démocratie, que ce soit Soglo, qui a été obligé de régner avec ordonnance, et que ce soit Kérékou, qui a tout laissé faire, quoi. Donc pour ne pas avoir de soucis avec l'Assemblée, lui, il a laissé faire. Le président Talon s'est rendu compte que l'Assemblée nationale est un véritable boulot d'étranglement. Quand il arrive, qu'est-ce qu'on fait? Je muselle l'Assemblée. Point barre. Donc, je me débrouille pour faire ma réforme partisane. J'ai deux partis qui sont sous mes pieds, mes deux pieds. Quand je me lève, ben, ils s'enfoncent, je les écrase. Point. Et j'avance. Pourquoi dites-vous ma réforme? La réforme du système partisan a été appelée de tout veuve par une bonne partie de la classe politique. Absolument, et par moi d'ailleurs aussi. Okay. Mais la réforme du système partisan doit être une réforme démocratique. C'est-à-dire qu'on doit soit se dire, on regroupe tous les partis, et ce qu'on aurait pu faire. On a fait un semblant, j'ai oublié comment ils ont appelé ça, juste après les législatives, le dialogue politique. De dialogue politique, en évinçant ceux qui râlaient. Eh bien, il n'y a plus de dialogue, parce que ceux qui ne sont pas d'accord n'ont pas été invités. Alors, lorsqu'on reste, et lorsqu'on veut être légaliste, on dit, ah, le président Talon, c'est tellement raison. Il n'a invité que les partis qui étaient régulièrement constitués. Et tant pis pour les autres qui ont râlé, qui n'ont pas fait la mise à jour, hein, enfin, j'ai oublié le terme un peu, la mise en conformité, tant pis pour eux. Mais lorsqu'on raye en bon père de famille, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche la paix. Donc, on prend ses enfants, on les rassemble, on dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, et on fait table rase. On a vraiment l'impression que le président Talon est un éternel belligérant. Moi, je me demande, en fait, souvent parfois, enfin, je le compare souvent parfois à quelqu'un, à un promeneur dans la forêt, qui passe sur une branche et que c'est la craque, il se met à courir, il se dit, parce qu'il pense que quelqu'un le poursuit, que la branche a craqué. Et en courant, il court sur des feuilles sèches, et ça craque encore plus, il continue à courir. Et après, il s'arrête, il dit, où sont-ils les adversaires contre qui je lutte? Alors, quand on vous écoute, hein, on a le sentiment que dans sa première démarche, le président Talon soumet l'Assemblée nationale. Alors, est-ce à dire que cet homme qui a martelé pendant longtemps hein, qu'il voulait justement des institutions fortes à la place d'hommes forts, n'a continué qu'à demeurer plus fort et chaque jour un peu plus fort? Moi, je pense que la seule institution forte ici, au Bénin aujourd'hui, c'est le président de la République. Regardez juste, je dirais, le ministre de la Justice, le président de la Cour constitutionnelle sont ces deux avocats. Comment est-ce que le chef d'État d'un pays démocratique peut avoir ces deux avocats comme ceux qui doivent gérer la justice dans le pays? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il a soumis l'Assemblée, il a soumis les institutions, et à partir de cet instant, il règne en tribun, il règne en Jupiter. Il faut avoir le courage de le dire. Et lorsque nous voyons aujourd'hui ce qui se passe dans ce pays, nous voyons
comment se sont passées les élections législatives. Nous voyons comment se sont passées les élections communales, où en pleine élection, on se rend compte que le test qu'on a pondu n'est pas bon et qu'on nargue le peuple en sortant un test soi-disant qu'il est rectificatif. Et je pense que là, on n'est plus en démocratie. Oui, justement. C'est pire que... Moi, on a connu l'ANR dans ce pays. Même au temps de l'ANR, il n'y avait pas ça. Justement, et quand vous évoquez ces aspects, et d'autres le font, est-ce que ce n'est pas méprendre la démarche fondamentale du chef de l'État? En tout cas, les caciques vous diront que c'est le prix à payer pour aller vers le développement. Hier, il y a eu tellement de concessions que le développement n'a été que l'heure. Aujourd'hui, vous voyez, ça sort de partout, les chantiers sont là et d'autres viendront. Taïwo Kokode, est-ce que vous n'êtes pas fier plutôt? Et qu'il faut fermer les yeux sur ce que vous évoquez là, simplement. Vous savez, la démocratie, elle n'a pas de prix. Je ne ferai pas l'injure au président Patrice Talon en lui disant qu'on ne mange pas les pavés. Hein, comme cela a été dit à un de ses prédécesseurs. Il s'agit d'asphaltage. Voilà. Pardon? Actuellement, il s'agit d'asphaltage. Il n'y a pas que l'asphaltage, il y a les pavés. Il y a même des pavés roses, et ça c'est une anecdote, et qui ont été posés au Cocotier récemment, dans une voie très très célèbre, qu'on a fait enlever parce qu'ils étaient roses. Ça, c'est le contribuable béninois qui paye ça. Et juste parce que les pavés étaient roses, on les a enlevés il y a moins d'une semaine que ça s'est passé dans ce pays. Donc, il n'y a pas que l'asphaltage, il y a les pavés aussi. Et oui, mais ceci étant, on va dire qu'on ne mange pas de goudron alors. Et non, on ne dira pas ça, on va être beaucoup plus sérieux. Et le prix à payer, c'est un prix de développement. Et le prix du développement, c'est un prix d'un programme bien ficelé et qui permet à chaque Béninois, ou en tout cas à la moyenne, à la majeure partie des Béninois, de bien vivre, de bien manger à leur faim. Dans ce pays, il y a des gens qui sont à moins de $2. Plus de 40% de la population est à moins de, mettons, 800, 900 francs par jour. Il y a des maisons où les gens ne mangent pas, ils ne chauffent pas la marmite. Il faut parler de réalité actuelle. Le Bénin n'est plus un pays pauvre, s'il vous plaît. Vous avez les données. Oui, alors pourquoi le Bénin ne serait pas un pays pauvre, ne serait plus un pays pauvre? Parce qu'on a ajusté le PIB. Je pense globalement c'est ça. Oui, on est passé de 3% à 7% de croissance. Bravo, c'est une réalité. Mais c'est une réalité statistique. Comme je vous ai dit au début de cette émission en parlant de la médecine, oui, je suis épidémio et je suis aussi statisticien. Et j'aime souvent à dire que les chiffres et les indicateurs ne sont pour les statisticiens que ce qu'est un lampadaire pour un ivrogne. Ça sert juste d'appui. Donc, ça sert d'appui pour réfléchir, pour avancer. C'est quoi, globalement, le PIB? C'est le rapport c'est un agrégat des richesses créées sur le nombre d'habitants global du pays. Alors, pendant longtemps, dans notre pays, la richesse produite a été la richesse des entreprises qui sont, en fait, voilà. On n'a jamais pris en compte l'informel, globalement. On n'a jamais pris en compte l'informel. Et sous le règne de Yahi Boni, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été faits pour dire qu'il fallait prendre en compte l'informel. Mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Mais ceux qui sont là sont allés au bout. Donc le marché d'Antopa qui génère des milliards par jour n'était pas pris en compte. C'est impossible. Ce n'est pas normal. Donc la dame qui vend des cacahuètes n'était pas pris en compte. Donc on a recensé les artisans, les vendeurs, tout ça. Et on a regardé ce qui était leur production. Et cette production est venue s'ajouter à la production habituelle. Donc du coup, ce rapport du PIB, mais de la richesse sur la population, il a augmenté puisque la population, elle n'a pas changé. Donc oui, nous sommes devenus un pays à revenu intermédiaire. Mais je reviens, est-ce que ce revenu intermédiaire se sent dans le panier ou la panière de ma maman, de ma tante au village? C'est ça la réalité. Pendant que le débat fait rage à ce niveau, justement, il y a eu un autre rapport. Le Bénin fait désormais partie des pays où on vit heureux au monde. Vous ne l'avez pas lu? Oui, si. Non, dites la vérité. Vous l'avez lu? Mais bien sûr. Vous savez, l'IDH, mon premier contact avec l'IDH, c'est quand j'étais sur les bancs. Et c'est un très bel indice. Voilà. Mais on dira toujours la même chose des indices. Vous savez, l'IDH
c'est est-ce que vous avez de l'eau, est-ce que vous avez de l'électricité, voilà, est-ce que vous mangez bien à votre faim. C'est 5 critères. Vous avez ajouté quelque chose d'important. Est-ce que vous mangez bien à votre faim? Et vous dites que la Béninois ne mange pas? C'est 5 critères globalement. Et je vous assure que là où nous sommes aujourd'hui, oui, je suis persuadé qu'il y a au moins 20% de la population ici qui n'a pas d'électricité. Et quand on se déplace, qu'on aille à, mettons, à 10 km à vol d'oiseau dans ce Cotonou, je connais des quartiers où plus de 50% de la population n'a ni électricité ni eau. Authentique? Authentique. J'ai rencontré un de mes amis avec qui j'ai fait l'école et j'étais en train de me balader dans mon quartier, je le vois. Alors où est-ce que tu vas? Il dit, je vais chercher mon téléphone. Je dis, c'est quoi cette histoire? Tu l'as laissé en réparation? Il me dit, non, je l'ai laissé à brancher. Je lui dis, non, pas toi. Il dit, oui. Ça fait plus de 6 mois que je n'ai plus d'électricité. C'est quand même l'une des plus belles réussites de ce gouvernement, c'est l'énergie qu'on a quand même de façon continue. Vous êtes sûr qu'il n'y a plus de coupure? Bon, quel est votre constat? Non, en fait, je ne dis pas que le gouvernement n'a pas fait des efforts, mais qu'on ne nous vende pas ce qui n'existe pas. Vous savez, les chiffres, les indices, on peut en faire ce qu'on veut. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Pays à revenu intermédiaire, pays où l'on est heureux, ça reste sur le pays papier. À revenu intermédiaire, cela peut être vrai parce que c'est le PIB. Et le prix Nobel de l'économie a déjà dit que le PIB, c'est un truc, il ne faut pas l'utiliser. Et la pathologie du Covid nous a montré que le PIB ne sert absolument à rien, les États-Unis. Donc cela ne se traduit pas dans les réalités. Mais le PIB ne se traduit pas dans les réalités. Vous voyez comment ils sont morts comme des mouches aux États-Unis. Vous voyez ce qui s'est passé en Italie. Mais le PIB, il est très élevé là-bas. Donc le PIB, voilà. Et en voulant répondre, notre gouvernement a dit, bon, comme vous dites que le PIB, ce n'est pas un bon indice, nous allons utiliser l'IDH. Mais le problème de l'IDH, voilà, c'est que c'est eux qui fournissent les chiffres. C'est eux qui fournissent les chiffres. Donc moi, je reste persuadé que ces chiffres-là, ça reste des chiffres. Ça reste des chiffres à vérifier. Ovi sege sege ni mo pon, wa ewele pe to wa lo mana we.